Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. C'est une fuite en avant permanente. On arrive à une inversion complète des valeurs. On est dans une impasse politique totale. Quand on empêche les gens de discuter, et ben derrière les gens vont dans la rue. Ils veulent remplacer la France. La France est le pays le plus attractif d'Europe. Rire. Voilà, normalement. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est terrible, la prochaine catastrophe qui arrive, le prochain complot d'Ursula et Albert Bourla. Ah oui, je l'ai dit hier sur les réseaux. Cherchez à qui profite le crime. Ça fait je sais pas combien de temps que je sonne du tocsin. Il faut rendre la parole au peuple. Le peuple, c'est le souverain. Il faut arrêter de baisser les bras en disant que tout est terminé. Retrouvons la volonté, retrouvons l'intelligence. Imaginons the people. La matinale tocsin, 8h-10h, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui à la volée un invité qui va nous permettre de mieux comprendre, de mieux analyser, de nous poser, de réfléchir un peu à ce qui se passe et sur notre scène nationale et sur notre scène internationale, car tout cela est lié. Merci beaucoup à vous, Alexandre Delval, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire contemporaine, consultant international, chercheur associé au Center of Political and Foreign Affairs et au Centre français de recherche sur le renseignement, islamologue et auteur de ce livre qui va apparaître très bientôt, Vers un choc global, coécrit avec Jacques Sopelstra aux éditions L'Artilleur, où vous revenez évidemment sur la mondialisation dangereuse, et on est quand même en plein dedans. Donc merci Alexandre Delval pour ce livre qui sort très bientôt aux éditions L'Artilleur, je le rappelle. Alexandre Delval, aujourd'hui, évidemment, la France est marquée par cet attentat islamiste sur sa terre, une fois encore contre un professeur, une fois encore au cri d'Allahu Akbar, une fois encore avec des déboutés du droit d'asile et des fichiers S que nous n'avons pas réussi à arrêter. Et nous apprenons que cet attentat à Arras, eh bien, le tueur, justement, échangeait avec son père. Il échangeait également avec deux détenus de la guerre, deux détenus de la prison où il était, de la guerre entre l'Israël et le Hamas. Et c'est toute la question, en fait, que je voudrais vous poser aujourd'hui, Alexandre Delval. C'est comment notre stratégie internationale, notre jeu géopolitique, finalement, entraîne ce qui arrive sur notre sol français aujourd'hui. Alors, il y a cette dimension du conflit israélo-palestinien, mais en préalable, c'est encore une fois un Tchétchène. Oui. Et le lien entre l'international et l'international est très visible ici. La plupart des réfugiés tchétchènes qui quittent la Russie, puisque la Tchétchénie, c'était une partie de la fédération oui. de Russie, sont des opposants radicaux à Poutine, donc c'est pas des poutinistes. Or, Poutine et Kadyrov, le chef, le potentat local en Tchétchénie, luttent contre le wahhabisme et les frères musulmans. On les qualifie souvent d'islamistes, mais ils sont plus musulmans, nationalistes et conservateurs que islamistes au sens classique du terme, parce qu'ils sont radicalement contre les wahhabites et les frères musulmans. Mais je parle du pouvoir en place. Par contre, les réfugiés que l'on accueille sont à la fois anti-Poutine et en général très islamistes. Souvent, même s'ils n'ont pas pris part à des combats, ils sont nostalgiques ou admirateurs des guerrieros ou des terroristes qui ont animé la rébellion tchétchène contre les Russes pendant des années, avant que Kadyrov écrase cette rébellion islamiste interne. Donc souvent, ce sont des militants islamistes connus de tous, de nos services de renseignement. Nos services de renseignement ont souvent alerté sur le danger d'accueillir des gens qui sont d'ailleurs souvent déboutés du droit d'asile parce que ils restent mais ils ne sont pas élus, ils sont pas éligibles. Souvent ils sont déboutés, mais bizarrement ou plutôt malheureusement c'est quelque chose de habituel. Très souvent quelqu'un qui est débouté du droit d'asile, même si les services de renseignement avaient déjà alerté sur le profil dangereux tchétchène, provenance, famille, milieu familial souvent très islamiste, une fois que ces personnes sont déboutées, eh bien, ils ne sont jamais pratiquement renvoyés puisque les associations, comme on dit maintenant, c'est devenu une tarte à la crème, les associations s'y opposent. D'ailleurs, ce jeune, sa famille devait être expulsée, oui. Les associations s'y sont opposées. Ça, c'est déjà le lien. Mais pourquoi il y a un lien entre l'international et le national? Parce que on accueille tous ces Tchétchènes, comme on accueille beaucoup d'Afghans,
en raison de la diplomatie, en raison des relations internationales, parce que nous pensons que toute personne qui est contre Poutine et qui émigre ici en disant « moi, je suis persécuté par Poutine et Kadyrov », c'est forcément quelqu'un de bien. Deuxièmement, quand ces gens arrivent en France, comme ils sont d'un milieu très islamiste, ils croisent forcément la route de gens qui sont des wahhabites, des salafistes, ou alors des frères musulmans, même si les frères musulmans viennent eux-mêmes de l'école salafia, mais ça c'est un autre détail. Et donc ils sont fanatisés, repris en main par des professionnels de ce que j'appelle la paranoïsation. C'est la grande stratégie des frères musulmans et des islamistes en général politiques. Eh bien, on leur dit que de toute façon, ils n'auront jamais rien. C'est une société de mécréants. C'est une société qui est complice des sionistes. Il y a plein de juifs dans la politique qui empêcheront toujours les musulmans de réussir. Les juifs sont tous sionistes, CQFD, etc. Et on les travaille. Comme ça s'est passé avec le tueur du professeur Paty, qui était aussi un Tchétchène, également d'une famille qui n'aurait pas dû être acceptée étant donné les sympathies. Ce sont souvent des fratries, mais chez les Tchétchènes, c'est souvent de grand-père en petit-fils. C'est plus que des fratries radicalisées. Ils arrivent en France avec une idéologie extrêmement islamiste qui est proche de celle des frères musulmans, puisque en Tchétchénie, on les combat pour en les associant aux frères musulmans ou aux djihadistes wahhabites ou aux wahhabites. Oui. Donc, voilà le contexte général, et la cause israélo-palestinienne est une cause qui permet aux frères musulmans de fanatiser ces jeunes, quand ils sont souvent des jeunes ici, ou les enfants de ceux qui ont immigré, en leur faisant croire que puisqu'il y a de l'islamophobie, eh bien, le musulman en France serait l'équivalent du palestinien en Israël, et la France serait un état d'apartheid, comme l'Israël l'est avec les Palestiniens, et c'est comme ça que on peut les faire passer à l'acte. Enfin, c'est l'une des voies. Ouais. Alors, voyons un peu justement la politique qui est menée par la France. Vous avez parlé, pardon, excusez-moi, de cette forme de réelle politique russe. Je ne sais pas si vous allez accepter ce terme pour la Russie, qui finalement accepte ou joue avec un moindre mal islamique en choisissant Kadyrov pour lutter contre des plus radicaux que lui. C'est ce que vous nous avez expliqué. Je le résume. Finalement, la France et l'Europe, puisque nous sommes pieds et mains liés avec l'Europe, n'a pas l'air de jouer ce jeu-là, justement, vis-à-vis de l'islamisme et notamment vis-à-vis des frères musulmans. Vous avez déjà beaucoup alerté sur le fait que, notamment l'Europe, alimente plutôt les frères musulmans. Oui, dans tout le continent européen, il n'y a que 2 pays qui, à ma connaissance, ont réellement commencé pour la Russie même achevé de lutter contre les frères musulmans, et pour l'Autriche qui ont commencé à lutter contre les frères musulmans. Donc un pays en dehors de l'Union européenne, la Russie, et un pays dans l'Union européenne, l'Autriche. Ce sont les 2 seuls pays, à ma connaissance, qui ont réellement essayé de mettre hors la loi les frères musulmans. En Autriche depuis 2014 et en Russie depuis toujours, puisque étant donné les alliances internationales et le conflit en Tchétchénie, les frères musulmans sont l'antithèse de l'islam russe, qui est un islam tatar ou un islam tchétchène, caucasien, un islam souvent géré par des soufis, des organisations confrériques soufis. Et comme vous le savez, du Maroc au Sénégal jusqu'à la Russie ou au Kazakhstan, les soufis en général sont les ennemis des islamistes politiques du type frères musulmans ou wahhabites. C'est comme chien et chat, c'est absolument incompatible. Donc l'Autriche, seul pays de l'Union européenne qui a lutté contre les frères musulmans, comment? En expulsant de nombreux imams proches des frères musulmans et proches du Midi Gurush turc et des réseaux islamistes turcs consulaires. Ça a suscité des réactions, mais finalement, ça s'est passé assez bien. L'Autriche pensait que puisqu'on finance le culte musulman en Autriche, c'était normal que l'on contrôle un peu mieux le culte. Et récemment, un peu plus récemment, parce que la première étape, c'était 2013-2014, j'avais rencontré justement l'homme qui s'occupait de cela au sein du Conseil de sécurité national autrichien, et il m'avait dit on ne peut pas laisser des générations de futurs Autrichiens ou d'Autrichiens naturalisés ou fils de naturalisés dans les mains de personnes qui leur disent vous n'êtes pas des Autrichiens, vous êtes une société à part, vous ne devez pas vous mélanger aux pervers, aux mécréants, etc., etc. Donc, c'était une démarche logique. Et récemment, on a tapé au portefeuille, puisqu'en Autriche, on a littéralement essayé d'assécher les frères musulmans en interdisant leur association et en ne permettant plus à leur centre de collecter un seul euro. Ça, c'était une bonne démarche. Oui, alors que nous, on fait tout l'inverse, parce que et c'est vous qui l'avez révélé notamment, l'association Femiso, qui est une association qui est liée aux frères musulmans, elle est financée directement par l'Union européenne.
européenne. Je crois qu'on avait les chiffres, hein, c'était 210 000 euros qui ont été versés par l'Union européenne depuis 2007. Et le pire de cela, c'est que quand on connaît la généalogie des frères musulmans, qui viennent d'une matrice, en gros, à la fois intégriste, salafiste, parce qu'on dit souvent les salafistes et les frères musulmans, mais les frères musulmans sont des salafistes réformistes, qu'on appelle islamistes. Donc, les frères musulmans, à la fois, viennent de ce domaine, de ce monde salafiste, mais en plus, dans les années 1930-1940, ils ont été plus que liés aux nazis. Et ils ont été à l'origine notamment de pogroms anti-juifs avant qu'il y ait un problème avec Israël, quand Israël n'hésitait pas. Le grand mufti de Jérusalem, nommé par les Anglais, mais bras droit de Hassan el-Banna, donc bras droit du chef des frères musulmans en Palestine, qui est toujours aujourd'hui un héros du monde islamique, surtout du monde arabe et de la Palestine. Il fut le plus grand allié d'Hitler et il a mis au point les légions Waffen-SS en Bosnie, dans le Caucase, mais aussi les chemises vertes en Égypte et toute une nébuleuse de légions islamiques nazies, y compris d'ailleurs des gens qui venaient du Maghreb avec des légions arabes qui ont été mises en place par le grand mufti de Jérusalem, bras droit d'Hitler, qui a rencontré à Berlin, qui a séjourné à Berlin et qui était d'ailleurs en faveur de la solution finale. Et ce qui est rigolo, ou plutôt complètement absurde et fou, c'est ces frères musulmans qui ont vraiment un ADN totalement antisémite, pas uniquement antisioniste. Pour eux, c'est le juif qu'il faut combattre. Eh bien, ils ont été accueillis dans un pays européen, dans des pays européens, et ils sont financés par l'Union européenne, tenez-vous bien, pas par n'importe quel budget. Le budget alloué aux associations qui luttent contre la discrimination et le racisme. Ouais. Ce sont les réseaux ENAR et ECRI, qui drainent un peu les associations qui luttent contre la discrimination, financées à la fois par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Donc, ces réseaux antiracistes, ENAR et ECRI, ont financé le Mili Guluch et les frères musulmans à travers, bien sûr, d'autres noms. C'était des associations locales qui ont un autre nom, mais qui sont issues du Mili Guluch et des frères musulmans. Alors, pour nos auditeurs, le Mili Guluch, c'est l'équivalent turc des frères musulmans, et les frères musulmans, ils ont beaucoup d'associations, dont l'UOIE, donc l'Union des organisations islamiques Europe, et ce sont des fonds anti-discrimination qui seraient censés lutter notamment contre l'antisémitisme, qui financent des gens, parce que le Mili Guluch est aussi antisémite que les frères musulmans. Vous savez que la Bible de Monsieur Erbakan, c'était le maître spirituel d'Erdogan, la Bible du Mili Guluch, cette association islamiste turque qui était à l'origine de la campagne pro-voile financée par l'Union européenne, eh bien, la Bible, ce livre écrit par Monsieur Erbakan, considère que tous les maux de la terre et des musulmans en particulier viennent des juifs et que le califat a été aboli à cause, donc c'était bien avant la création d'Israël, que le califat aurait été aboli à cause d'un complot juif. Donc, ce qui est incroyable, c'est que le milieu antiraciste européen finance l'antisémitisme le plus virulent et le plus décomplexé, celui des islamistes, frérots, salafistes ou Mili Guluch. Oui, mais comment vous expliquez alors, Alexandre Delval, qu'aujourd'hui on a une Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui dit nous comprenons qu'Israël soit ferme et dur et frappe aujourd'hui Gaza, alors que finalement c'est cette même Union européenne qui même finance, vous l'avez dit, par ses associations, mais indirectement également le Hamas, 1,8 million d'euros donnés par l'Union européenne à l'université de Gaza qui est elle-même fondée par le même fondateur que le fondateur du Hamas. Donc on voit bien les liens étroits entre cette université et le Hamas. Ce sont des larmes de crocodile, là, qui sont versées par Ursula von der Leyen. C'est complètement aberrant, mais là, si on est juste, les États-Unis ont mis en place, avec les Anglais, dans certains pays où ont aidé à mettre en place les frères musulmans. L'Union européenne aide les frères musulmans. Et en fait, les frères musulmans finance le Hamas à travers des collectes de fonds, y compris aux États-Unis. Par exemple, le Council of American Islamic Relations, qui est un grand lobby frères musulmans aux États-Unis, collecte officiellement des fonds pour la Palestine. Et croyez-moi, quand les frères musulmans collectent des fonds pour la Palestine, ça ne va pas à Mahmoud Abbas ou à l'autorité palestinienne ou à des Palestiniens modérés. Ça va au Hamas, parce que le Hamas, quel est l'objectif palestinien des frères musulmans. Donc en Europe,
en Amérique, mais même Israël. Israël a laissé depuis des années le Qatar financer officiellement Gaza, notamment les fonctionnaires de Gaza, mais aussi des systèmes d'alimentation en gaz et en énergie en général, et aussi le paiement de beaucoup de personnalités. Le Qatar héberge au moins 3 grands cadres très importants des frères musulmans, et le Qatar, c'est aussi des bases américaines. Donc on voit bien, c'est quand même tout ça, c'est quand même assez étonnant. Le Hamas est financé pas que par l'Iran, mais par le Qatar et la Turquie et le Koweït, parce que le Koweït, on l'oublie souvent. Tous ces pays, en dehors de l'Iran, Qatar, Turquie, Koweït, c'est les pays amis des États-Unis et stratégiquement alliés aux États-Unis et à l'Occident, à qui on achète du gaz, le Qatar. Donc le Hamas est quelque part autant le fruit de l'Iran que le fruit de l'Occident, d'un point de vue direct ou indirect, et même Israël a péché. Netanyahou a cyniquement fait monter le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. Il sait très bien ce qu'il a fait, puisque c'est déjà ce que faisaient les services internes israéliens, le Shin Bet, dans les 87-88, quand Cheikh Yassine a créé le Hamas. Déjà, certains en Israël, dans les milieux soit politiques, soit du renseignement, se sont dit ça va permettre d'affaiblir l'OLP. On a joué avec le feu. Exactement. De même que l'Occident a utilisé l'islamisme radical contre les Russes en Afghanistan, ou plus récemment en Syrie contre Bachar al-Assad, ou encore plus récemment en Libye contre Monsieur Kadhafi. En fait, l'Occident n'a pas compris les leçons et continue à jouer avec le feu. Oui, attendez, là, ce que vous dites est absolument fondamental, Alexandre Delval, donc je pense qu'il faut qu'on reprenne un peu le temps de bien décortiquer ce que vous dites. Finalement, vous nous dites qu'on a eu un calcul cynique qui a été fait par les Occidentaux, les Américains, les Européens et Israël, en alimentant le Hamas depuis longtemps, vous l'expliquez bien, finalement dans un calcul cynique, en se disant le Hamas finalement étant un petit peu autodestructeur, étant politiquement non viable, eh bien il va s'auto-détruire et donc détruire finalement les revendications palestiniennes. C'est à peu près ce que vous nous dites, Alexandre Delval. On se met à la place des Israéliens, parce que c'est pas que Netanyahou, mais c'est pas tous les Israéliens, c'est pas tous les militaires. Oui, mais d'ailleurs, on voit, pardon, juste une précision, on voit beaucoup d'opposition en ce moment à Israël, à Benjamin Netanyahou. Qui lui rappelle d'ailleurs une fameuse phrase, est-ce qu'elle est vraie? Apparemment, elle serait plus ou moins interprétée, mais elle n'est pas tout à fait fausse. Il aurait dit, tout l'argent qui va au Hamas, c'est de l'argent qui permet d'affaiblir l'autorité palestinienne. Mais on peut comprendre, si on se met en géopolitique à la place de l'autre, le calcul de certains Israéliens, c'est de dire quoi? Ils seront toujours nos ennemis, ne rendons pas leur État viable, pour ne pas rendre leur État viable, qui serait un État ennemi à nos portes, et qui serait souverain, donc qui serait encore plus dangereux que Gaza, qui est semi-souverain, puisqu'ils ne contrôlent pas leurs eaux territoriales et leur ciel. Un État souverain qui aurait des avions et des eaux territoriales, ce serait absolument un cauchemar pour Israël. Donc, faisons en sorte que jamais cet État soit viable. Comment? Eh bien, en permettant le chaos. Comment on permet le chaos? En privilégiant, même si on le combat vraiment, le Hamas, ou plutôt en laissant le Hamas exister suffisamment pour que l'on puisse dire, vous voyez, on a des terroristes, Mechabelim, à nos portes, et il faut faire en sorte de se défaire de ces ennemis. Comment? En rendant absolument et de plus en plus impossible leur État, notamment en encourageant ce qu'on appelle la colonisation pour les uns, les implantations pour les autres. Alors ce calcul, peut-être qu'il est logique d'un point de vue israélien, où l'on pense que le Palestinien sera toujours un ennemi juré existentiel, mais bien entendu, il est certain que ce calcul, comme à chaque fois que l'on joue avec le feu, il faut faire très très attention, ça se retourne, là en l'occurrence, contre des civils israéliens qui ont été agressés de manière la plus barbare. Donc en gros, pour résumer, c'est un problème insoluble. Oui. L'État palestinien est rendu impossible, donc le Hamas ne fera jamais la paix, et de toute façon, il y aura de moins en moins de Palestiniens qui auront un cœur disponible pour faire la paix. Et la malice ou l'intelligence des Israéliens récemment, ça a été de faire des accords directs avec des États arabes. Ça a plutôt bien marché depuis Trump et Jared Kushner. Oui. Le problème, c'est que forcément, les Palestiniens allaient être les cocufiers, les dindons de la France de cet accord. Et en fait, c'est la seule explication à cette action. Ce réveil, oui. C'est pas forcément que l'Iran, comme on le dit, et l'Iran n'est pas plus coupable que le Qatar, puisque tous les cadres sont au Qatar. C'est surtout des Palestiniens qui savaient que... Tous les cadres du Hamas. Ouais. Oui, les Palestiniens du Hamas savent que les accords avec les États arabes directs sont des accords qui vont faire oublier la cause palestinienne et réconcilier Arabes et Israéliens en oubliant
la cause palestinienne, ce que s'apprêtait à faire l'Arabie Saoudite, et en déclenchant cette attaque, bien, il faut avouer qu'il y a un certain génie de l'islamisme. Moi, je l'ai toujours dit, notamment dans la stratégie de la civilisation, il faut pas prendre les terroristes pour les imbéciles. Quand ils utilisent peut-être des naïfs qui vont se faire sauter, qui croient aller au paradis, mais c'est très intelligent ce qu'ils font. En quelques jours, ils ont réussi à faire marche arrière, à faire marche arrière aux Saoudiens pour rentrer dans l'accord général de normalisation avec Israël. Oui, accord d'Abraham. Ouais. Et tout ça se reproduit en France, bien entendu, où on essaie de monter les têtes, d'exciter les cerveaux contre un Israël qui est comparé à la France. La France serait islamophobe, Israël serait l'apartheid, et finalement la France reproduirait contre les Maghrébins et les musulmans en général, et pas que les Maghrébins, tous les musulmans, la même persécution islamophobe d'infidèles que feraient les Israéliens contre les Palestiniens. Et les islamistes vous expliquent que dans la sourate 3 du Coran, il est écrit « Ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens, ils sont amis entre eux, ne les prenez pas ni pour amis ou patron, parce que le juif et le chrétien, en général, c'est la même infidélité. L'infidélité est une seule nation. Ils disent souvent ça, l'infidélité est une seule nation. Donc, si chrétiens et juifs, finalement, c'est la même mécréance, eh bien, ce que font les Français, c'est ce que font les Israéliens aux victimes par essence, que sont les Palestiniens, victimes absolues, et nous, donc, bourreaux absolus à punir. Ouais, Alexandre Delval, j'aimerais bien qu'on revienne sur. On a compris la stratégie, certainement mortifère, on le voit aujourd'hui, d'Israël vis-à-vis du Hamas. Vous l'avez très bien expliqué. Et j'aimerais bien qu'on comprenne quels sont les objectifs, notamment des Américains, des Occidentaux, vis-à-vis justement du financement du Hamas. Quels sont leurs objectifs à eux? Et je précise, dernière actualité, que la Maison Blanche a quand même accepté la proposition de médiation proposée par le Qatar pour le sauvetage d'otages israéliens. Donc là, on marche un peu. On est dans l'absurdité totale. Oui, il faut savoir que le Qatar héberge Moussa Abou Marzouk, une des têtes pensantes du Hamas, Khaled Meshal, l'homme qui était d'ailleurs l'ami du père de l'émir du Qatar, donc il est très très proche, et il était le préféré de Cheikh Yassine, le fondateur. Donc depuis 1987, le Qatar appuie le Hamas et il héberge 3 de ses grands dirigeants, et le 3e, c'est Ismail Haniyeh. Et Ismail Haniyeh a fait des déclarations djihadistes ces derniers jours. Donc ça, le Qatar pourrait être un pays de négociation s'il hébergeait des gens en les empêchant de parler, de faire des déclarations radicales, mais c'est pas le cas. Ils les soutiennent depuis 1987, c'est pas un truc récent pour négocier. Ils les soutiennent pas uniquement pour en fait les contrôler. Ils les laissent exprimer depuis Doha l'appel au djihad de tous les musulmans du monde contre les juifs il y a quelques jours. C'était depuis Doha. Et quand les Iraniens vont voir les dirigeants du Hamas, vous savez où ils se rendent? Ils se rendent pas au Hamas, à Gaza, ils se rendent à Doha, au Qatar. Donc le Qatar joue plus qu'un double jeu. Il est du côté du Hamas de manière totale depuis 1987, mais c'est comme les islamistes en Europe, l'Europe et l'Occident n'ont pas de stratégie. Vous me demandiez leur stratégie. Oui, quelle est leur stratégie? Oui. Leur stratégie, c'est une non-stratégie qui consiste à accepter d'être rackettés. Le Qatar et les frères musulmans disent à l'Occident depuis des années, face à l'islamisme ultra-radical, dont nous sommes la matrice, mais nous sommes la branche politique. Nous pouvons vous aider à échapper à des attentats ou à libérer des otages quand ça va trop loin. On peut calmer la bête. La preuve, nous la connaissons. Nous sommes la matrice. Les djihadistes viennent des frères musulmans. Le fondateur du Hamas et les fondateurs d'Al-Qaïda sont tous des anciens frères musulmans militants, mais des vrais, pas juste sympathisants. Donc, les frères musulmans et le Qatar, puisque le Qatar est frère musulman de manière officielle maintenant, et Al Jazeera est une télé frère musulman, il vous donne un peu ce message. Vous, les Occidentaux mécréants qui ne comprenez rien à l'Orient, faites-nous confiance, nous, le Qatar, par le biais des frères musulmans, comme nous sommes la matrice de l'islamisme et nous les connaissons, les djihadistes viennent des frères musulmans, nous pouvons leur parler. Quand vous avez des problèmes, appelez-nous, nous allons leur parler. Sauf que on ne fait pas que leur parler, on les alimente. Oui, En Syrie, le Qatar et les frères musulmans ont alimenté Al-Qaïda et Hayat Tahrir el-Sham, qui est toujours d'ailleurs actif en Syrie dans le nord-ouest. La Turquie continue à être proche de ces gens. Donc il y a des États comme le Koweït, la Turquie et bien entendu et d'autres encore comme le Qatar qui sont très très liés
à des centrales islamistes djihadistes, tout en faisant croire qu'elles ne sont liées qu'à l'islamisme politique qui serait devenu différent du djihadisme. En fait, ils ont une main dans les... Ouais. On a des amis, si vous voulez, la Turquie, membre de l'OTAN, et le Qatar, où il y a des bases américaines, donc c'est quand même des amis stratégiques de l'Occident, qui ont en fait une main dans le terrorisme et une main dans le football, dans le PSG, dans le Barça, et dans les investissements financiers et immobiliers. Et donc, on a des amis qui sont en fait des racketteurs, parce qu'ils nous disent aidez-nous, reconnaissez-nous, mettez-nous en avant pour faire des révolutions arabes ou autres. On vous aidera à récupérer des otages, mais que nos propres amis ont pris. C'est un peu comme la mafia. C'est un peu comme la mafia qui dit donne-moi un pizzo, on vous rackette, payez-moi le pizzo pour vous protéger en fait contre moi-même ou contre mes amis. Le Qatar nous rackette littéralement, certes pas en demandant de l'argent parce que parfois il paye les otages, mais c'est un racket moral et politique qui fait accepter son financement à l'islamisme radical en nous faisant croire qu'en échange, nous, il nous protégera parce que l'Europe et l'Occident est tellement ouverts au prosélytisme islamique qu'on n'est pas concerné par les attentats. Vous savez, c'est la grande doctrine du Qatar et des frères musulmans depuis une quinzaine d'années. L'Europe et l'Occident n'est plus Dar el-Harb, terre de la guerre, mais terre du témoignage. El-Shahada, terre du témoignage ou terre de la prédication, Dar el-Da'wa. C'est-à-dire que comme on est ouvert au prosélytisme islamiste, eh bien, il est logique que les islamistes, normalement, ne nous frappent pas nous, puisqu'ils obtiennent plus de résultats dans les pays de la mécréance sans frapper qu'en frappant, puisqu'ils ont même des financements pour la campagne de voile et ils ont des terrains gratuits pour les mosquées. C'est ça, la réalité. Ce n'est pas une stratégie, c'est une non-stratégie où l'on dépend d'un islamiste un peu radical pour soi-disant être protégé contre son ami, l'islamiste plus radical. On a bien compris, Alexandre Delval. Une dernière question, ce sont tout de même dans les stratégies, il peut y avoir aussi les questionnements énergétiques. On sait par exemple qu'on n'a pas bougé d'un orteil lorsque l'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh, mais parce qu'on venait de signer, l'Union européenne venait de signer un contrat gazier très important avec les Azéris. Est-ce que finalement il n'y a pas aussi à chaque fois des intérêts énergétiques derrière cette réaction ou non-réaction face à l'islam des frères musulmans? Il n'y a pas que des intérêts énergétiques, mais il est vrai que la première guerre en Irak, qui était liée à la volonté de dédollariser et s'émanciper des États-Unis, et la deuxième guerre en Irak 2003, qui était aussi liée au pétrole, puisque les États-Unis voulaient un Kurdistan séparé pour pouvoir avoir un pétrole dans un ami qui serait une sorte de second Israël ou un second Azerbaïdjan, une sorte de pays musulman qui serait ami de l'Occident. Donc la déstabilisation de l'Irak était très liée au pétrole. L'idée, déstabiliser un État pour faire surgir un État indépendant pour pouvoir ensuite avoir un pied direct et gérer plus tranquillement avec une communauté amie. Donc, il y avait le gaz. La Syrie, c'est le gaz aussi, puisque Bachar al-Assad avait refusé d'être le lieu de passage du gaz qatari. Il avait préféré un projet russo-iranien. Et il était obligé de choisir soit entre le camp russo-iranien, soit le camp qatari. Dès qu'il a dit non au Qatari, comme par hasard, plein de djihadistes sont arrivés. Donc effectivement, c'est souvent le gaz. L'Azerbaïdjan, si c'était pas le pays dans le Caucase qui exporte du gaz, d'ailleurs très hypocritement, y compris du gaz russe, qui passe dans les tubes. L'Azerbaïdjan rachète le gaz russe et nous le revend plus cher. Voilà, mais ils ont aussi du gaz azéri. Mais on voit bien que l'Occident n'a pas de stratégie. Il a des stratégies incohérentes qui ne vont pas dans un seul sens, avec souvent des logiques un peu désespérées. Mais je dirais plutôt, pour être juste, l'Europe n'a pas de stratégie, mais l'Amérique en a une. C'est laquelle? L'Amérique n'a rien dit contre le fait qu'on a augmenté de 40% l'importation de gaz liquéfié russe qui passe par bateau, puisque le gaz que l'on achète, le gaz liquéfié russe que l'on achète par bateau qui arrive par des terminaux, il est au prix du marché très haut actuel. Donc ça ne gêne pas les Américains, puisqu'il permet de rendre rentable leur gaz de schiste. Ce qui gênait les Américains, c'était pas le gaz russe, c'était le gaz russe par tube, par duc, qui lui est à long terme beaucoup moins cher et en plus écologique. Donc on voit bien, il y a une stratégie américaine qui ne vise non pas à interdire les produits russes, mais à ruiner l'industrie
européenne. Cette stratégie fonctionne très bien et elle est assez habile puisque plus le prix du gaz monte, plus le gaz de schiste est rentable. Le gaz de schiste américain est rentable que s'il y a un certain prix. Pour justifier la fracturation hydraulique, ça coûte beaucoup plus cher que du gaz, je dirais, classique du Qatar ou d'ailleurs. Et donc, la stratégie a très bien marché. Par contre, l'Europe, elle est dans une non-stratégie de suivisme total, presque suicidaire, servile, où elle accepte d'être déclassée, elle accepte que l'on détruise ses gazoducs sans brancher, sans même incriminer celui qui l'a fait. Elle accepte d'acheter du gaz russe liquéfié par bateau plus cher, mais elle accepte de se priver du gaz russe moins cher. Enfin, c'est complètement aberrant. Il n'y a même pas de logique. Il n'y a pas de stratégie du point de vue européen. S'il y avait une vraie stratégie, on aurait coupé le gaz russe tout court. Non, on a coupé le gaz russe le moins cher. Miner l'industrie européenne. Et ça, il faut le répéter et le marteler. Le gaz russe arrive de partout, en direct par le gaz liquéfié qu'on achète, qui arrive par terminaux. Il arrive par l'Inde en produits dérivés, par la Turquie, par des brokers, des traders, par l'Azerbaïdjan, par plein d'autres pays. Et donc, nous sommes dans une absence de stratégie et dans une logique, ce que j'appelle dans mon livre que vous avez montré, nous sommes dans une dindon de la farce. L'Europe est le dindon de la farce qui applique pour elle des mesures que les autres ne s'appliquent pas à eux-mêmes ou qui applique pour elle des mesures qui sont convenables pour d'autres, mais pas pour elle. Et là, on peut dire bravo en non-stratégie et en suicide géopolitique. On ne peut pas faire beaucoup mieux que l'Union européenne, qui d'ailleurs a l'intelligence, en plus de très souvent condamner des entreprises européennes qui sont trop performantes et trop dans des situations d'oligopole et de monopole, et pour permettre aux entreprises américaines concurrentes de rester rentables, l'Europe punit ses propres entreprises en les empêchant de former des gros consortiums. Depuis l'affaire De Havilland jusqu'à Alstom, on a plein d'exemples. L'Europe punit ces entreprises quand elles deviennent au niveau global trop performantes. C'est extraordinaire. Là, c'est quelque chose, c'est ubuesque. Oui, c'est ubuesque. Alexandre Delval, nous avons déjà dépassé le temps normalement imparti pour cette interview, mais comme c'est absolument passionnant, je propose à nos auditeurs qu'on continue encore au moins 5 minutes. J'ai quand même une question importante à vous poser concernant, on revient sur les Américains, la stratégie qu'ils jouent, enfin, quel jeu ils jouent aujourd'hui sur la scène israélo-palestinienne. Vous l'avez dit indirectement, enfin, c'est même pas directement, ils ont financé les frères musulmans et donc indirectement le Hamas. En revanche, on voit maintenant la présence du porte-avions américain à côté d'Israël. Quelle est aujourd'hui leur stratégie, quelle est leur volonté et comment vous pensez que cela peut se résoudre sur la scène israélo-palestinienne ? Alors, on est très loin de résoudre la chose puisque le contexte de l'Ukraine radicalise tout le monde et quand on fait tuer des soldats russes, faut pas croire qu'il n'y aura pas de réaction. Nous, on voudrait que plein de soldats russes soient tués avec nos armes, mais que les Russes ne nous en veulent pas. Ils nous en veulent. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ils calment moins la bête qu'avant. Jadis, les Russes pouvaient calmer les Iraniens, ils ont quand même pas un droit de regard total, mais on l'a vu en Syrie, ils arrivaient quand même parfois à les chapeauter. Et d'ailleurs, souvent, ils collaboraient avec les Israéliens contre leurs propres amis iraniens. Les Russes ont laissé pendant toute la guerre en Syrie et jusqu'à maintenant, les Israéliens bombarder des bases ou des camps du Hezbollah ou d'autres milices chiites pro-iraniennes sur le sol syrien, alors que normalement, les Russes sont alliés à la Syrie. Donc les Russes ont eu une politique assez habile qui était complexe. Aujourd'hui, ils sont un peu moins pro-israéliens que jadis. Ils commencent à dire l'État palestinien, comme la Chine qui s'est positionnée récemment aussi. On voit bien l'Ukraine avec tout ce qu'elle déstabilise et cette polarisation, le camp chinois, iranien et de l'autre côté le camp occidental. Eh bien, tout se radicalise, y compris, et c'est pour ça qu'il n'y a plus maintenant de garde-fous. Il n'y a plus d'agents de sécurité ou de pompiers qui vont calmer les choses. Disons que certains ne regardent pas trop ce qui se passe et ferment les yeux. Et la 7e flotte américaine qui est là pour sécuriser Israël, c'est parce que aujourd'hui, on a très peur du front Liban-Sud, Nord-Israël, comme en 2006, la guerre des 33 jours. À l'époque, j'avais constaté à quel point, quand le Hezbollah envoie une pluie de roquettes, c'est autre chose que le Hamas. Toute la société israélienne est dans les abris. Il n'y a que des militaires et des gens qui distribuent des vivres dans les rues. Imaginez s'il y avait un nouveau front nord, donc par le Liban du Sud, par le Hezbollah. Le Hezbollah est entré dans la danse, mais très peu. Sans attaque coordonnée, Voilà, s'il y a un deuxième front, la société israélienne est
est menacée existentiellement. Elle peut résister militairement à deux fronts. Il y a déjà des scénarios, ils sont pas fous, ils ont tout prévu, ils le savent que c'était le spectre. Mais le problème, c'est l'économie. Si ça pleut des deux côtés pendant des mois, l'économie israélienne se casse la figure parce que tout le monde est dans les abris la plupart de la journée. Moi, je me rappelle, j'ai vu Haïfa, le poumon économique et le cluster et universitaire d'Israël, il était désert. Il n'y avait que quelques militaires dans la rue et des gens qui apportaient des paniers. On avait visité plusieurs abris. C'était impressionnant quand il y avait la guerre des 33 jours. Imaginons que cela dure plusieurs mois. Le Hamas et surtout le Hezbollah ayant suffisamment de roquettes pour faire durer plusieurs mois, ce serait explosif. Et là, effectivement, si Israël était en mauvaise passe, ça pourrait tenter d'autres prédateurs extérieurs d'en finir et d'attaquer Israël. J'y crois assez peu, parce qu'Israël a la bombe atomique, Israël a quand même la possibilité de monter d'un cran. Si des États s'en mêlent, ce serait à leur risque et péril, et Israël est très bien préparé pour gagner des guerres classiques contre des États. La guerre asymétrique contre des milices, c'est plus compliqué, mais les Américains sont là pour montrer si à un moment, à cause de deux fronts, plus un pays par exemple, ça ce serait horrible, front nord, front sud, plus front intérieur. Maintenant, il y a de plus en plus d'Arabes, soit israéliens, soit de Cisjordanie, fanatisés par la propagande du Hamas ou du djihad islamique. En plus, il y a une collaboration de plus en plus importante Hezbollah-Hamas. Financés tous les deux par l'Iran. Voilà. Dans la configuration la plus terrible, il y aurait trois fronts, plus un pays extérieur. Comme le Guel. Un front interne, un front sud, un front nord. Et imaginez, j'y crois pas pour le pays extérieur, mais l'Amérique a voulu dire ne jouez pas à ça parce que là, ce serait une explosion et on a les moyens largement de vous réduire. Ce serait pas très difficile pour les Américains et les Israéliens de détruire un ennemi étatique qui attaquerait Israël aujourd'hui. Donc c'est plutôt de la dissuasion parce qu'aucun État arabe n'a intérêt à le faire. La Syrie est en très mauvaise passe. Je pense pas qu'elle ait intérêt à le faire, mais on ne peut rien exclure. Oui, mais c'est quand même intéressant de voir en fait finalement les Américains qui ont participé à allumer la flamme, comme vous l'avez expliqué, et qui aujourd'hui jouent les pompiers. Oui, en fait, les Américains en général, depuis les années 80, ont systématiquement joué la carte des frères musulmans. Or, on ne peut pas critiquer le Hamas lorsqu'on aide les frères musulmans. L'un est le fruit de l'autre. Le Hamas, ce sont les frères musulmans. Les Américains, surtout les démocrates, il faut distinguer. Les républicains américains, surtout les trumpistes, sont pro-Saoud, pro-MBS, Mohammed Ben Salman, et ils sont contre le Qatar, en tout cas beaucoup plus hostiles. Ce sont les démocrates américains qui jouent la carte des frères musulmans et du Qatar, comme on l'a vu pendant les révolutions arabes. C'est pas du tout un complot, c'était ouvert. Obama a littéralement joué la carte du renversement de plusieurs pays arabes stables, y compris certains amis de l'Amérique. Ça montre la fiabilité de l'ami américain. La Tunisie n'était pas hostile, n'avait pas de problème avec les États-Unis. L'Égypte était un allié des États-Unis. Et les démocrates américains ont permis le renversement d'un régime ami des Américains en Égypte en utilisant l'arme des frères musulmans et du Qatar, parce que c'est le Qatar qui a financé tous ces partis, et c'est les démocrates américains. Obama avait 6 conseillers frères musulmans qui ont mis en œuvre tout ça. Donc, je ne dis pas que les Américains sont complices du Hamas aujourd'hui, ils ont un gros problème avec le Hamas, mais le Hamas est le fruit de leurs amis frères musulmans qui ont été depuis 50 ans dans plusieurs fronts. C'est pour ça que je dis au Moyen-Orient, il n'y a pas de stratégie états-unienne, il y a une non-stratégie ou une incohérence absolue et parfois une naïveté, parfois un cynisme tellement bête que ça revient à être de la naïveté, parce qu'on ne joue pas avec le feu ou avec une bombe n'importe comment, il faut s'y connaître un petit peu. Bien sûr. Eh bien, merci infiniment, Alexandre Delval. Et nous avons dépassé le temps imparti, mais c'était absolument passionnant. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire contemporaine, consultant international, chercheur associé au Center of Political and Foreign Affairs et au Centre français de recherche sur l'enseignement. Et surtout, ce livre qui va paraître dans quelques jours, Vers un choc global aux éditions Artilleur. L'Artilleur, coécrit avec le professeur Jacques Sopelsa. Voilà, que je prononce bien son nom de famille. Merci encore, Alexandre Delval. Et merci à vous tous.